Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Gladys Caron, vice-présidente communication chez Investissement Québec. Bienvenue à notre 5e classe de maître Compétiver. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Compétiver, c'est l'initiative d'Investissement Québec visant à inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables de sorte qu'elles soient plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Nous sommes très heureux de l'enthousiasme que suscite l'initiative depuis son lancement en mars dernier. Vous avez été nombreux d'ailleurs à nous faire part que vous souhaitiez en savoir davantage quant à l'intérêt croissant des investisseurs pour l'intégration des facteurs ESG dans les entreprises dans lesquelles ils investissent. Vous êtes d'ailleurs plus de 550 ce matin à vous être inscrits à l'événement, ce qui témoigne que les entreprises du Québec comprennent combien l'investissement responsable est maintenant incontournable, de même que les facteurs ESG, évidemment. C'est d'ailleurs ce que nous exprimerons certainement très clairement ce matin nos deux invités de Cycle Capital, André-Lise Méthode, fondatrice et associée directeur, de même que Alia Drouin, directrice investissement d'impact et relations publiques. André-Lise et Alia sont très bien placés pour nous parler de ce sujet puisque Cycle Capital est un investisseur d'impact et l'une des principales plateformes privées d'investissement en capital de risque dans les technologies propres. Mais avant de laisser la parole à André-Lise et Alia, comme lors de chacune de nos classes de maîtres, j'aimerais vous présenter une courte vidéo présentant un nouveau champion vert choisi par Investissement Québec. Nos champions verts sont des entreprises québécoises développant des technologies propres qui se démarquent dans leur marché et que nous souhaitons faire connaître. Depuis le lancement de l'initiative, nous avons présenté 6 champions verts, soit GAGSAT, Flow Adénergie, H2O Innovation, Lion Électrique, Solum et Ferme d'hiver. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Trigo Énergie. Sachant combien l'efficacité énergétique est centrale pour réduire l'empreinte environnementale des entreprises, je suis particulièrement heureuse qu'ils aient l'opportunité de nous présenter leurs solutions aujourd'hui. Allons-y maintenant avec la vidéo. Trigo Énergie se spécialise dans la réduction de consommation d'énergie fossile pour le chauffage des bâtiments. Donc comment qu'on fait ça? On fabrique des capteurs solaires pour chauffer les bâtiments. Depuis les 5 dernières années, Trigo a installé au-dessus de 200 000 pieds carrés de murs solaires pour contribuer à une réduction de milliers de tonnes de gaz à effet de serre. J'ai toujours eu la piqûre pour l'entrepreneuriat et les technologies propres. Donc, avec les réchauffements climatiques qu'on connaît ces dernières années, nous avons décidé de faire partie de la solution en essayant de faire notre part, donc en réduisant les gaz à effet de serre le plus possible. Et la meilleure façon de réduire les gaz à effet de serre, selon nous, c'est vraiment de couper les énergies fossiles pour le chauffage des bâtiments et des procédés. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Trigo Énergie, de fabriquer des capteurs solaires à haute efficacité pour nos clients. Au cours des dernières années, Trigo Énergie a développé plusieurs capteurs solaires donc pour bonifier l'offre qui était déjà présente sur le marché. Et avec ces nouveaux capteurs qu'on a développés dans la dernière année, on a vraiment surpassé les limites de la physique en ayant cherché les capteurs les plus performants au monde. Donc maintenant, on peut s'attaquer à n'importe quel bâtiment pour réduire sa consommation d'énergie fossile en ayant des capteurs très très performants. Donc la majorité des clients qu'on a installé des murs solaires bénéficient d'une économie d'énergie allant de 35 à 70% sur leur facture de gaz ou de propane. Donc Trigo Énergie pour le futur a une vision assez simple, c'est de devenir le leader mondial dans le chauffage solaire. Donc ainsi contribuer à la réduction significative des GES pour être en mesure de laisser une planète en santé aux futures générations. Merci, M. Ayotte, d'avoir accepté d'associer Trigo Énergie à notre initiative. J'espère que la présentation de la vidéo inspirera nos entreprises. Passons maintenant à notre sujet d'aujourd'hui. La présentation d'André-Lise et Alia durera environ 30 minutes et sera suivie d'une période de questions d'une quinzaine de minutes. Vous pouvez d'ailleurs écrire vos questions tout au long de la présentation dans la boîte prévue à cet effet à l'écran. L'événement est enregistré et sera disponible en réécoute.
Et maintenant, je laisse la parole à André-Lise et Alia. À vous la parole, mesdames. Merci beaucoup, Gladys. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour Alia et moi d'aborder l'intégration des facteurs ESG. Peut-être d'entrée de jeu, rappeler que les facteurs ESG, c'est pas une mode, c'est vraiment une transformation profonde dans le monde de la finance et dans l'ensemble des grandes corporations de la planète. Parce que de plus en plus, le rendement financier a toute sa valeur, mais la manière dont on fait les choses au niveau environnemental, social, va déterminer beaucoup de choses sur les possibilités de financement dans l'avenir pour les entreprises comme les vôtres. D'abord, quelques mots sur Cycle Capital. Le Cycle Capital est une plateforme d'investissement qui gère plusieurs fonds. On a aujourd'hui un capital sous gestion un peu au-delà de un demi-milliard de dollars. Nous avons aussi un accélérateur, Cycle Momentum, et travaillons sur un grand projet de zone d'innovation avec plein de partenaires qui s'appelle Cycle Central. Nous investissons essentiellement dans des entreprises qui détiennent une propriété intellectuelle forte et qui développent des entreprises de taille mondiale et qui veulent, d'une certaine manière, révolutionner l'économie que nous connaissons vers un parcours d'économie plus verte. Alors, ce matin, j'ai le grand bonheur d'être accompagnée avec Alia Drouin. Alia est une femme qui a joint Cycle Capital récemment et qui nous apporte une grande et une large pratique d'impact qu'elle a eu le plaisir de développer à l'international. Alors, merci beaucoup encore une fois d'être là et avec Alia, on essaie de vous faire le meilleur des choses ce matin. Merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ESG? Donc, ça fait référence aux facteurs environnementaux, sociaux et la gouvernance. La plupart d'entre vous êtes très familiers avec le volet gouvernance, alors que vous ayez un conseil d'administration, un comité consultatif. Vous savez à quel point ce type d'organisation de la gouvernance est extrêmement clé, surtout quand vous souhaitez développer de façon significative votre entreprise. Alors, quand on parle de facteurs environnementaux, ce qu'on va faire dans les prochaines slides, c'est voir chacun des éléments du E, du S, du G. Alors, quand on parle des facteurs environnementaux, on essaie d'aborder la question du risque environnemental. Or, par exemple, une entreprise qui va polluer risque, par exemple, de perdre son droit d'opérer. Donc, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui qui est vraiment comptabilisé dans la section des risques pour l'ensemble des conseils d'administration ou des investisseurs. Évidemment, suite à la COP26 ou aux accords de Paris, tous les enjeux qui touchent les gaz à effet de serre sont très bien monitorés, comme vous le savez déjà. Alors, par exemple, allons-y sur un risque environnemental. Si vous avez une société pétrochimique, par exemple, qui déverse dans une rivière et qui atteint la biodiversité, il est certain que votre capacité, par exemple, d'emprunt ou de levée du financement va être touchée. Donc, ce n'est plus juste une question de respect des règles et du droit dans le pays où vous êtes ou dans la province où vous êtes, mais bien plus votre capacité à vous financer qui va être touchée. Par exemple, on peut tourner la table et être capable de voir la question environnementale comme une opportunité. Alors, par exemple, dans notre portefeuille, on a une entreprise qui s'appelle Encycle. Alors, c'est une société qui commercialise des logiciels et qui permet à tous ses clients de diminuer de 10% leur facture énergétique. Donc, ultimement, on pourrait même imaginer que ces entreprises seraient capables de monnayer pour avoir un retour financier au niveau du CO2. Donc, ce qui était vu antérieurement comme un problème qui était antinomique avec l'économie est venu et peut être vu aujourd'hui vers une alternative positive et possiblement d'augmenter la rentabilité des entreprises. Ce qui est très important de faire et qui est très important de ne pas perdre de vue, c'est essentiellement le fait que quand par exemple, on analyse nos gaz à effet de serre, on peut pas le faire de façon délibérée. Il faut absolument s'attacher sur des normes et des protocoles qui feront que les joueurs reconnaîtront, par exemple, la valeur des CO2 que vous n'aurez pas produit. Alors, pour prendre cet exemple-là, la norme qui est reconnue mondialement, c'est la norme 14064. Ok, est-ce que je suis revenue sur Alors, je suis contente que tu sois revenue, Alia. Alors, tu prends la prochaine?
Bon. Alors, donc pour le S de notre fameux sigle ESG, on parle des facteurs sociaux. Qu'est-ce que ça recoupe, les facteurs sociaux? Ça recoupe beaucoup de choses. Les droits de la personne, la diversité dans une entreprise et notamment l'intégration des femmes et des minorités, la santé et la sécurité au travail. Ça recoupe aussi le travail forcé, éventuellement le travail des enfants, même si c'est quelque chose qu'on veut pas voir, bien entendu, mais il faut le prendre en compte. Les relations avec les consommateurs, les clients de l'entreprise, la qualité de la relation qu'elle va avoir avec ses clients, c'est quelque chose qui est très important. Le respect des peuples autochtones, les conditions de travail de manière générale dans l'entreprise, et puis bien évidemment le consentement des communautés et l'impact que l'activité de l'entreprise peut avoir sur les communautés autour. Un exemple de risque social, ça serait une société qui achète des matières premières à un sous-traitant à l'extérieur du Canada, par exemple. Et puis, on se rend compte que finalement, cette entreprise fait travailler des enfants dans son usine. Bon, ça, c'est quelque chose qui arrive, malheureusement. Et on a une responsabilité vis-à-vis de notre chaîne d'approvisionnement. Une entreprise, bien sûr qu'on contrôle pas l'intégralité de ce que font nos sous-traitants, mais on se doit, à minima, de poser certaines questions pour s'assurer de ce que font nos sous-traitants dans une certaine mesure. Un exemple d'opportunité. Oui, vas-y. Alias, si je peux, je voudrais donner un exemple. À un moment donné, il y a une entreprise qu'on voulait financer dans le secteur éolien et j'ai fait une visite surprise en Chine dans leur production de pales. Et quand je suis arrivée, j'ai réalisé que c'était des entrepreneurs qui n'avaient pas respecté les lois de la Chine, entre autres les droits du travail et les conditions de travail des travailleurs qui faisaient les pales à partir de matériaux synthétiques étaient vraiment, de mon point de vue, inacceptables. On vous parle de gens qui étaient en babouche, qui n'avaient pas d'équipement de protection, qui étaient en shorts, la structure de l'établi ou en fait le grand garage où on faisait les pales n'était pas du tout adapté je dirais dans le meilleur intérêt des travailleurs, incluant la ventilation parce qu'il y avait beaucoup de matériaux synthétiques, des colles, des solvants, etc. Donc, ce qui a fait que c'est que le capital n'a pas investi dans cette compagnie canadienne qui avait une partie de sa production à l'étranger qui était bien en deçà des critères que nous croyons qui sont les bons, que nous appliquons ici au Québec, par exemple. Effectivement, très bon exemple concret de comment un investisseur peut décider de ne pas investir dans une entreprise pour des raisons ESG et notamment ici un facteur social. Un exemple d'opportunité sociale, ça serait une entreprise qui vend un service d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Donc là, au cœur de l'activité de l'entreprise, il y a la volonté d'avoir un impact sur un des facteurs sociaux et dans ce cas-là, dans l'inclusion des femmes dans l'entrepreneuriat. Tout comme les facteurs environnementaux, il y a des normes qui encadrent les facteurs sociaux, bien sûr, et puis qui nous proposent des bonnes pratiques. Une des normes les plus internationalement reconnues, ce sont les normes de l'Organisation internationale du travail. Alors, pour conclure sur notre sigle ESG, il manquait le G, les facteurs qui sont liés à la gouvernance. Donc, si vous êtes entrepreneur ou vous êtes gérant d'une société, vous êtes sûrement familier avec ce que c'est que la gouvernance. La gouvernance, ça recoupe beaucoup de choses, notamment l'indépendance, la composition et les responsabilités du conseil d'administration d'une entreprise. Ça recoupe également la rémunération des dirigeants et l'alignement des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires de l'entreprise, qui est quelque chose de très important pour le bon fonctionnement d'une société. La gouvernance, ça comprend également la transparence et la reddition de comptes, la transparence dans l'information que l'entreprise va fournir à ses parties prenantes. La propriété intellectuelle, qui est quelque chose de très important, notamment dans les technologies propres. Donc, nous, chez SIC, c'est un point extrêmement important pour nous dans la gouvernance et quelque chose sur lequel on va porter beaucoup d'attention.
Les différents comités de gestion dans la gouvernance sont très importants pour nous, pour les investisseurs en général, de voir qu'une entreprise sait se structurer autour d'un comité d'audit, un comité de rémunération. C'est un bon signe pour nous en termes de gouvernance. Bien évidemment, la gouvernance, ça comprend aussi la conformité fiscale et éventuellement l'évasion fiscale d'une société. Donc ça, c'est un point aussi en tant qu'investisseur. On veut s'assurer que la valeur de l'entreprise reste dans le territoire dans lequel on investit. Donc c'est super important de faire attention à ça. Alors un exemple de risque lié à la gouvernance, en tant qu'investisseur, quand on regarde la structure de gouvernance d'une entreprise, si une entreprise n'a pas de comité d'audit, par exemple, n'a pas de comité de rémunération, alors bien évidemment, vous me direz, oui, mais nous, on est une super petite entreprise, on n'a pas forcément de comité d'audit. Alors, certes, mais en tout cas, en tant qu'investisseur, on a envie de voir que les organes de gouvernance sont vraiment formalisés et ça nous rassure sur le fait que une entreprise a une bonne gouvernance. Un exemple d'opportunité liée à la gouvernance. Donc, nous, on aime bien voir au conseil d'administration d'une entreprise un ou plusieurs membres indépendants qui ne font pas partie des actionnaires de l'entreprise ou qui ne font pas partie du management de l'entreprise. C'est un bon signe en termes de gouvernance. Tout comme les facteurs sociaux et environnementaux, encore une fois, on a des normes, on a des guides pour les bonnes pratiques en termes de gouvernance. Et nous, en tant qu'investisseurs en capital, on suit les lignes directrices de l'IPEV, par exemple, qui nous aident pour ces questions de bonne gouvernance. Alors, je laisse la parole à André-Lise pour cette slide. Alors, les facteurs ESG, je vous disais d'entrée de jeu, c'est pas une mode, c'est pas un caprice, c'est pas quelque chose duquel vous pourrez vous échapper parce qu'un jour ou l'autre, ça vous rattrapera, soit dans votre croissance ou soit lors d'une acquisition ou à un moment d'un financement majeur. Alors, 98% des investisseurs institutionnels prennent en compte certains facteurs non financiers, on dit extra-financiers, au cours de leur processus d'investissement. En 2016, c'était 60%. Il faut aussi dire que actuellement c'est un petit peu le capharnaüm. Alors on a de tout, ok, mais les choses sont en train de se mettre en place et les normes sont en train de se mettre en place. Alors ce que vous voyez par exemple dans le secteur de la finance au niveau des états financiers, mais progressivement on voit arriver des normes qui vont être établies mondialement ou au moins par grands continents. Et on en voit déjà poindre certaines qui prennent le devant, entre autres sur les questions environnementales, et je suis convaincue que le social va suivre. Alors, 90% des entreprises inscrites au S&P ont publié des rapports sur le développement durable. Bon, certains sont très solides, d'autres moins. Parfois, il y a ce qu'on appelle du impact washing, du greenwashing. Mais ce que ça nous indique, qu'importe la profondeur de ces rapports-là, c'est qu'il y a une réelle intention du secteur financier et du secteur de l'entrepreneuriat, des grandes entreprises, de mettre en place ce type de critères. Maintenant, on voit de plus en plus les bourses s'organiser autour de la question de la gouvernance. Il y a eu une sortie importante de la SEC récemment, cet automne, qui indique que si les entreprises vont dans cette direction-là, elles doivent être rigoureuses, utiliser des normes reconnues. Donc, on voit les grandes organisations qui gèrent, entre autres, la question des marchés financiers, donner des indications précises sur l'importance de ça. Alors, depuis 2020, il y a plusieurs pays qui ont mis en place une divulgation obligatoire de certains risques. Les changements climatiques ont actuellement le haut du pavé. Je pense notamment au Royaume-Uni et à la Nouvelle-Zélande. Effectivement, donc on voit à un niveau mondial que l'investissement responsable et l'intégration des facteurs ESG devient une norme, devient un standard, et le Canada n'est pas épargné. Effectivement, au Canada aujourd'hui, je crois que ça date de 2019, mais on est certainement encore plus haut aujourd'hui. L'investissement responsable, c'est 62% des actifs sous gestion au Canada. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'investissement responsable? C'est l'investissement qui prend en compte des critères ESG dans le processus d'investissement. Donc, on voit une très forte augmentation ces dernières années, et nous, on veut vous faire passer le message aujourd'hui qu'il y a une nécessité de se préparer à faire face à des investisseurs qui auront des exigences à minima pour certains critères
critères ESG. C'est pour ça qu'on vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ça devient en fait un essentiel des investisseurs. Alors, on entend beaucoup parler de ESG, on entend parler d'impact, on entend parler d'investissement à impact. Alors, pour pas tout mélanger, je voudrais juste clarifier. Qu'est-ce que c'est l'ESG? Qu'est-ce que c'est l'impact? L'ESG, c'est vraiment ne pas faire de mal. C'est-à-dire qu'on est au niveau minimum de prise en compte de ces facteurs avec nos parties prenantes. On gère notre risque. Donc, on gère les conditions de travail dans notre usine parce qu'on gère le risque d'accident, par exemple. L'ESG, c'est aussi la conformité, c'est-à-dire qu'on veut être conforme avec certaines normes et certaines lois internationales sur les lois du travail, les lois environnementales. Donc, c'est se conformer à ce qu'on attend de nous. Et c'est aussi, quand on parle d'un point de vue d'investisseur, ce sont des exclusions. C'est-à-dire qu'un investisseur va exclure d'investir dans certains secteurs pour des questions d'éthique ou des questions ESG. Par exemple, chez Cycle, on n'investit pas dans l'armement. Bon, ça tombe sous le sens, mais l'ESG, c'est ça. L'impact, en revanche, il y a vraiment une nouvelle notion qui s'ajoute, c'est la notion d'intentionnalité. C'est-à-dire que une entreprise qui veut produire un impact, elle a une volonté intentionnelle de contribuer à générer un bénéfice social ou environnemental mesurable. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'intentionnalité. C'est quelque chose, c'est une volonté qui est additionnelle. L'entreprise, au cœur de son activité, elle veut produire un impact positif. Et puis, quand on se met du point de vue de l'investisseur, dans l'impact, il y a aussi la notion d'additionnalité. En fait, l'additionnalité, c'est la contribution de l'investisseur qui permet à l'entreprise dans laquelle il va investir d'accroître l'impact net qu'elle génère. C'est-à-dire que chez Cycle, nous, comme c'est quelque chose qui nous tient à cœur, l'impact environnemental des entreprises dans lesquelles on investit, le fait que Cycle investit, ça va avoir un effet d'additionnalité parce qu'on va les aider à augmenter cet impact environnemental qui leur tient également à cœur. Alors, l'investissement responsable, c'est un large spectre. Ça peut faire peur comme ça, ce très grand tableau, mais en fait, le message, c'est juste de vous dire que selon le type d'investisseur auquel vous allez vous adresser, les attentes vont être différentes. Entre l'investissement traditionnel, l'impact investing et la philanthropie, on a tout un gradient en fait d'investisseurs qui vont attendre des choses différentes de votre entreprise. Nous, chez Cycle, on considère qu'on est un peu au milieu de ce spectre-là que vous voyez. On est entre le Sustainable Impact Investing et le Thematic Impact Investing. Et nous, on va demander typiquement à l'entreprise, en fait, on va lui demander surtout une progression sur certains facteurs qui nous tiennent à cœur, comme par exemple la diversité au sein de l'entreprise, dans le management et sur le conseil d'administration, et puis au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on ne demande pas à une entreprise d'être parfaite au moment où on investit. Au contraire, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la progression au fil du temps et au fil de l'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'intégration des facteurs ESG? En fait, pour un investisseur, intégrer les facteurs ESG, ça signifie qu'on va inclure l'appréciation de certains facteurs dans notre processus général d'investissement. Donc, quand on va prendre la décision d'investissement, on va pas seulement se demander si cette entreprise, elle a une bonne stratégie, si elle a une bonne organisation, un bon management, si sa rentabilité va être importante dans 5 ans. On va se poser ces questions-là, bien entendu, mais à côté de ça, on va se poser la question de comment l'entreprise traite ses employés, quelle relation elle a avec ses consommateurs, comment est structurée sa gouvernance, quel impact environnemental elle a. Et toutes ces questions-là, elles vont avoir un poids dans notre décision d'investissement. Et c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les investisseurs, même si vous avez une entreprise qui est excellente d'un point de vue financier, un investisseur va pouvoir prendre une décision d'investissement qui va pas être seulement basée là-dessus, qui va aussi être basée sur l'intégration des facteurs ESG. Pourquoi, vous me demanderez? Peut-être un petit point que j'aimerais faire. Nous-mêmes, on est un entrepreneur financier et nous-mêmes, comme organisation, nous levons des capitaux de sources institutionnelles, privées, ce qu'on appelle les family office ou des grands industriels mondiaux. Et de plus en plus, notre rémunération comme gestionnaire de fonds
est aligné aussi sur notre performance extra-financière. Donc, par exemple, avant de payer des bonus de nos prochains fonds, bien, probablement qu'on devra démontrer qu'on a bien abaissé les gaz à effet de serre ou que la progression des femmes a été importante dans les conseils d'administration. Donc, c'est pas seulement notre façon de travailler avec les entreprises, mais c'est aussi la façon dont nos investisseurs travaillent avec nous. Donc, ça change complètement la donne parce que l'alignement des intérêts est très différent de ce qu'il était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je rêvais de ça. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment en train de se mettre en place. Et du point de vue des gestionnaires de fonds privés, on le vit comme tous les autres entrepreneurs sur la planète. C'est un très, très bon point. En fait, vous pourrez me dire, nous, on est une petite entreprise, en quoi ça me concerne quand vous parlez de grosses entreprises qui sont cotées en bourse? Mais en fait, il y a une cascade d'exigences qui va se répercuter sur vous parce que nous, Cycle, on investit dans des petites entreprises, mais nos propres investisseurs nous demandent certaines choses. Donc, on est obligé de répercuter ces demandes sur les entreprises dans lesquelles on investit. C'est vraiment pour ça que ces attentes et ces exigences se généralisent d'un point de vue du marché aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que tout le monde est intéressé dans la prise en compte de ces facteurs ESG? Parce qu'en fait, ces facteurs peuvent avoir un impact réel sur la marge d'une entreprise et se traduire en risque financier tout simplement. Une entreprise qui gère mal ces facteurs ESG, elle peut perdre un permis d'opérer. Elle peut avoir un accident dans son usine qui met à l'arrêt son usine pendant 3 mois. Et là, le business plan, il est vraiment affecté. Une entreprise qui fait pas attention à sa relation avec ses clients, elle peut perdre de la clientèle. De même pour les conditions de travail, ça peut affecter l'attraction des talents dans une entreprise, la fidélité des employés et même leur productivité. C'est vraiment pour ça qu'on insiste sur le fait qu'aujourd'hui, c'est devenu essentiel de faire attention à ces facteurs-là. Alors, quelles questions va poser un investisseur pour évaluer la prise en compte des facteurs ESG? Donc, de manière générale, un investisseur, pendant son processus qu'on appelle de due diligence, c'est-à-dire l'étude de l'investissement dans une entreprise donnée, l'investisseur va poser une série de questions financières, stratégiques, organisationnelles, mais aussi une série de questions relatives aux facteurs ESG. Cette série de questions va sûrement varier selon les investisseurs, dans les thèmes qui sont abordés, mais aussi dans le nombre de questions, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de standardisation là-dessus. Mais je peux quand même vous donner quelques exemples. Une question qui pourra vous être posée, c'est est-ce que vous avez des enquêtes environnementales qui sont en cours? Est-ce que vous avez déjà eu des amendes pour des questions environnementales? Est-ce que le taux de roulement de vos employés est très élevé? Si oui, on va vouloir se poser les questions de pourquoi. Est-ce que les conditions de travail sont pas bonnes? Est-ce que sur le long terme, ça va faire en sorte que l'entreprise va avoir du mal à attirer des talents? Donc ça, c'est une question qui est super importante. Et puis, au niveau de la gouvernance, un exemple de question, ça pourrait être, est-ce que le programme de rémunération relie les intérêts des dirigeants et des actionnaires pour s'assurer que sur le long terme, ces intérêts-là sont reliés et que l'entreprise va pouvoir avoir du succès et que tout le monde aura intérêt à ce succès. André-Lise, je crois que c'est à toi. Oui, 14. Bon, alors, on est... Bon, l'idée ici, c'est d'avoir une meilleure vision et de gestion des risques. Alors, quels sont les avantages? Il faut aussi mieux comprendre l'impact de son entreprise sur les parties prenantes. Parfois, c'est très difficile, surtout quand on est dans une grande chaîne de fournisseurs avec des liens à l'étranger. Comme je dis souvent, il y a personne qui va vous appeler pour vous dire qu'il fait du travail forcé de petite fille de 14 ans. Ça se passera pas comme ça. Donc, quels sont les moyens qu'on se donne à travers les contrats, par exemple, pour améliorer mes facteurs ESG au niveau de la gestion de l'entreprise? On doit aussi s'inscrire, et c'est là que je pense que c'est important, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde. Moi, je constate qu'en Europe, c'est très avancé. Donc, s'inscrire dans des référentiels internationaux. Donc, se comparer avec les meilleurs en étant conscient qu'on va faire des erreurs. Penser aussi à des choses au départ quand on intègre les facteurs ESG qui sont très près de votre réalité. Ça peut paraître un immense éléphant, mais un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Et la seule façon de devenir meilleur, c'est partir avec des choses qu'on comprend bien et de s'améliorer dans le temps. L'autre chose, c'est que c'est aussi une façon d'attirer du talent. Un des grands avantages qu'on peut observer, c'est que les gens vont être très contents de travailler pour vous si
vous êtes une société bienveillante et que vous prenez soin des autres. Et je vous invite toujours, dans la mesure du possible, à quantifier les choses. C'est facile de dire qu'on est bon, c'est une autre chose de le démontrer avec des chiffres. Donc, moi, je vous invite à beaucoup de rationalité et de pas être gêné des petits résultats, parce que c'est avec des petits résultats que, progressivement, on se rend vers de plus grands résultats en matière d'ESG. Alia, c'est pas pour 15? OK. Alors comment est-ce qu'on peut se préparer au mieux aux attentes des investisseurs en ce qui concerne l'ESG et l'impact? C'est-à-dire que là, on vous a fait une belle présentation, vous êtes sûrement convaincus, je l'espère, mais vous vous dites comment est-ce que moi, je peux commencer demain pour intégrer les facteurs ESG dans mon entreprise? Comme le disait André-Lise, souvent, ça fait peur. C'est un gros éléphant, on ne sait pas par quel bout le prendre. Bon. Un des conseils qu'on pourrait vous donner, c'est de commencer petit. C'est de commencer à petite échelle. En fait, il n'y a pas ne vous lancez pas dans un immense projet qui va être une grosse machine que vous allez avoir du mal à implémenter dans votre entreprise et qui ne va pas faire forcément sens. Donc, commencez petit, prendre conscience de l'importance de certains facteurs ESG dans votre entreprise et puis les sélectionner. Ça peut être 2 ou 3 indicateurs que vous avez envie de commencer à mesurer, à suivre dans le temps. Par exemple, les femmes dans votre top management. Bon, mais ça, c'est assez facile. Vous les comptez, vous faites et puis vous les comptez, puis vous les comptez chaque trimestre, et puis chaque année, vous faites un bilan sur l'évolution. Donc, c'est assez important. Ensuite, d'être pédagogue, effectivement, d'expliquer à vos employés, à votre management, à votre conseil d'administration, pourquoi est-ce que vous vous lancez dans une démarche comme ça, qu'est-ce que ça va vous apporter, puis comment vous allez le faire. C'est très important que vous soyez pas tout seul, mais vraiment de sensibiliser tout le monde dans votre entreprise dans cette aventure de l'intégration des facteurs ESG. Comme je l'ai dit, André-Lise l'a dit, choisir des indicateurs qui ont du sens pour votre entreprise, qui sont très proches de votre cœur d'activité. Commencer à quantifier et à rapporter sur certains indicateurs. Donc, une fois que vous avez quantifié pendant quelques trimestres, une année, vous pouvez rapporter ces indicateurs à votre conseil d'administration et avoir une discussion autour de ces indicateurs-là. Et ça rejoint le dernier point qui est d'inclure la gestion des facteurs ESG dans la gouvernance. C'est une discussion que vous devez avoir à tous les niveaux et notamment avec votre gouvernance et votre conseil d'administration. Alia, comme il reste 1 minute, presque 2 minutes, j'aimerais sauter tout de suite sur l'exemple. Alors, on va passer tout de suite à la page 17. Je pense qu'un exemple est beaucoup plus parlant que la théorie. Alors, dans notre portefeuille, nous avons une entreprise qui s'appelle ISS, en fait, qui est une batterie qui permet d'engranger de l'énergie, particulièrement du secteur éolien et solaire. Alors, pourquoi on a choisi cette batterie-là? Pourquoi on a choisi l'équipe d'ISS? On a révisé 180 dossiers de batterie dans le monde. On a choisi celle-là parce que celle-là ne nécessitait pas, par exemple, de métaux précieux. Il était possible d'utiliser des membranes sur une base de sel et on est capable, à la fin de la vie, par exemple, de cette batterie chez ISS, de vider le container où est la batterie sans aucun permis environnemental et sans aucun impact sur l'environnement. Et la batterie est aussi, sinon, plus performante que d'autres types de batteries dans le marché. Une autre chose qui nous a beaucoup intéressé quand on a regardé cette entreprise-là, c'est tout le volet recyclabilité de la batterie, donc l'approche économie circulaire. Donc, on est capable de fermer la boucle complètement à travers l'entreprise d'ISS. Et le volet qui nous intéressait aussi beaucoup, c'est qu'on avait une jeune femme fondatrice qui est une immigrante chinoise qui est arrivée aux États-Unis avec 400 $ dans ses poches, qui avait une idée en tête, qui était extrêmement déterminée à avoir du succès. Et aujourd'hui, quand Julia a développé ce projet-là il y a plus de 10 ans, nous on a investi en 2017. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Julia a tellement bâti une incroyable entreprise basée sur des bons principes de gouvernance avec son collègue Craig Evans. Alors, il y a quelques semaines, cette entreprise a fait une sortie en bourse fracassante. Aujourd'hui, elle a une valeur au-delà de 2 milliards de dollars. Alors, cette entreprise a 2 milliards de dollars sur le New York Stock Exchange et en termes d'ESG, elle est un exemple parfait d'intégration d'immigrants, de promotion de technologies propres, d'économie circulaire, de bonne gouvernance. Et nous, comme investisseurs, on est très, très fiers d'avoir contribué avec les autres investisseurs à la réussite de Julia et Craig et leur entreprise ISS. Et je pense que
une entreprise comme celle-là, c'est possible d'en bâtir une au Québec. C'est possible de répéter cette expérience-là. Donc, je vous laisse peut-être sur cet exemple qui est extrêmement encourageant et qui est un exemple heureux. Et on souhaite que pouvoir le répéter partout et particulièrement au Québec et en souhaitant que le programme de Compétiver sera un bel endroit pour construire ce type de réussite. Alors, merci beaucoup, Alia. Merci beaucoup à Investissement Québec de nous avoir invités, puis au plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, André-Lise et Alia. C'était vraiment fort intéressant. Vous avez réussi en quelques minutes à présenter à la fois la théorie de l'investissement responsable, comment vous l'abordez de façon très concrète, comment les entreprises doivent anticiper, si ce n'est déjà fait, ce nouveau tournant. Nous avons quelques questions et je commencerai par une première. On comprend facilement qu'une entreprise cotée en bourse a déjà des obligations de divulgation, mais évidemment, si je suis une entreprise privée, l'obligation est un peu différente. Est-ce que les entreprises doivent s'attendre, au-delà des pratiques qu'elles mettent en place, à ce que leur processus inclut aussi une divulgation publique, selon vous, de leurs pratiques, ou on demeure quand même dans une divulgation un peu plus restreinte? Je peux comprendre que certaines compagnies privées auraient intérêt, par exemple, à avoir un rapport de développement durable et faire état de leur progression. Par ailleurs, moi, j'inviterais toutes les entreprises privées à réfléchir au fait de bien divulguer de façon plus restreinte, mais à ce qu'on appelle leurs parties prenantes, leurs stakeholders, pour être certain de partager avec eux l'avancement sur les questions, entre autres, extra-financières. Ceci dit, une entreprise privée est privée et il y a des bonnes raisons pour ça, mais je pense qu'on peut élargir le partage autour de la question de l'entreprise privée, particulièrement sur le volet extra-financier. Notamment parce que, vous le mentionniez tout à l'heure, en termes de recrutement, en termes de clientèle aussi qui s'intéresse de plus en plus à toutes ces questions. Il y a certains investisseurs qui sont aussi sensibles à ça, de plus en plus. Très bien. Quelqu'un nous demande quels sont les référentiels clés en matière d'investissement responsable. Est-ce qu'il y en a qui semblent vouloir se pointer de façon plus importante que d'autres? Bien, il y a beaucoup de référentiels. Actuellement, par exemple, en France, on a développé l'Autorité des marchés financiers a établi des référentiels pour les fonds d'investissement. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est très difficile de dire aujourd'hui qu'est-ce qui va gagner au niveau mondial, mais on voit définir certaines pratiques. Alors, par exemple, le PRI est très bien implanté en Amérique pour les investisseurs. Donc, c'est quand même une référence intéressante en ESG. Donc, c'est très difficile pour moi de vous dire à quoi va ressembler le landscape, pour utiliser une expression anglaise, dans les 10 prochaines années. Par contre, les normes de base sont souvent les mêmes. Alors, je pense, par exemple, au gaz à effet de serre, c'est la norme ISO 14064. Ça, c'est de données mondiales. Alors, si vous voulez travailler sur le volet gaz à effet de serre, il faut se pencher sur la norme ISO 14064. Très bien. Restons sur la question plus globale. Vous avez parlé de l'Europe tout à l'heure, qui est quand même une zone géographique à l'intérieur. Il y a, disons, qui est un peu un leader en matière d'investissement responsable, de pratique ESG, de développement durable en général. Le Canada se situe et le Québec se situe où à travers le monde? Et j'extensionnerai aussi aux États-Unis. Comment vous classeriez le positionnement du Québec d'abord et ensuite les autres régions du monde? Bon, en fait, c'est très difficile de mettre un rang, mais moi, ce que je constate souvent, c'est qu'au Canada, là, c'est pas particulier au Québec, mais au Canada, en général, on va discuter de notre intention, etc. Mais ce qui est en train de se passer aux États-Unis devrait nous allumer, lever un drapeau jaune, parce que je pense à la SEC, entre autres, qui, elle, est en train de mettre en place des critères et c'est en train de se faire à travers, je dirais, des règles établies chez des grandes organisations régulateurs. Alors, la question pour nous, c'est est-ce qu'on va le faire de façon volontaire entre nous en ayant un consensus ou il y aura un organisme régulateur qui va imposer? Alors, c'est ce qui s'est passé en France, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une très large conversation et à un moment donné, il y a un régulateur qui a dit, à partir de maintenant, les gens qui disent qu'ils sont des investisseurs d'impact devront reporter sur tel élément. Donc,
on est encore un peu dans une zone chaotique. Et pour répondre à ta question, je pense que nos intentions sont bonnes, mais on en parle beaucoup, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est facile d'avoir de la vision sur ces questions-là, mais c'est toujours plus difficile d'articuler l'exécution. Et là où je pense qu'on a un petit peu de travail à faire collectivement, c'est de l'articuler dans des vrais gestes financiers, des vrais gestes d'entreprise, parce qu'on peut dire qu'on est vraiment pour l'abaissement des gaz à effet de serre, puis ne jamais le mesurer, par exemple, dans son entreprise. Donc, d'une certaine manière, ça veut pas dire grand-chose, sauf notre bonne intention. Alors, il faut passer au-delà. Alors, je pense que on a un petit peu cette faiblesse-là, en général, dans les provinces canadiennes, et on devra se mettre au pas, entre autres avec les grandes sociétés américaines qui sont en train de prendre le virage. On est toujours surpris à quel point les Américains font les choses rapidement, et je pense qu'on va être encore surpris sur cette question-là. Donc, on a un peu de travail à faire sur l'exécution, mais je pense que philosophiquement, on est parmi les groupes les plus, en fait, le Québec, une des provinces les plus actives sur la question. Très bien. Vous avez mentionné lors de votre présentation que lorsque vous investissez au sein d'une entreprise, vous regardez non seulement ce qu'elle fait actuellement, mais beaucoup ses intentions d'amélioration, son plan à plus long terme pour intégrer les facteurs ESG. Vous décidez d'investir dans une entreprise et vous vous apercevez que la volonté ne se matérialise pas nécessairement. Quel est votre degré de patience? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de désinvestir dans une entreprise dans laquelle vous aviez cru au départ? Bien, il faut mettre les choses en perspective. On est des investisseurs qui sont minoritaires, donc on n'a pas on a un grand droit d'influence. Et probablement que le moment où on a le plus d'influence, c'est quand on investit de l'argent. Donc, quand on met les termes et conditions d'un prochain financement. Alors, c'est à ce moment-là où on est puissant. Alors, ça arrive quelquefois dans la vie d'une entreprise où on a à faire des rondes de financement, où là, on peut dire, je voudrais absolument qu'il y ait 2 membres indépendants qui seront à ma satisfaction sur le conseil d'administration, par exemple. Et ça va se passer à l'étape des termes et conditions. Évidemment, quand on est déçu, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Faut le signifier clairement au management. Il faut aussi utiliser les différents droits que nous donne la Convention. On a eu des cas, par exemple, où on a dû, avec l'aide de la police, par exemple, prendre des décisions extrêmement difficiles dans certains cas, et où il y avait de la fraude, par exemple. Alors, il faut comprendre que tout dépendant c'est une chose des mauvaises intentions ou aller moins vite, c'est une autre chose de pas respecter les lois. Alors, tout dépendant du problème, le remède sera différent. Mais je pense qu'ultimement, ce qui est important, c'est d'élever les entreprises et d'élever les investisseurs. En fait, que ensemble, on se donne des objectifs qui soient réalistes. Parce que ça, c'est l'autre chose. On peut arriver avec des objectifs qui sont pas réalistes pour l'entreprise puis dire qu'ils n'ont pas livré. Mais si on n'a pas été capable de fixer des objectifs qui sont réalistes, c'est dans notre cours à nous. Donc, c'est toute cette dynamique-là positive d'éducation aussi. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonnes intentions, mais il y a très peu de gens qui sont formés à ce que c'est réellement l'ESG. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie de démystifier le B.A.-ba, mais après, c'est dans la pratique qu'on va être capable d'élever. Donc, évidemment, on voit des gens tourner de façon extraordinaire qui réalisent, par exemple, que l'ESG est une façon de créer de la valeur. Alors, vous avez, par exemple, des entrepreneurs qui vont vous dire, oui, mais pourquoi je calculerais ça? Ça fait aucun sens. Pourquoi tu me demandes ça? Tu me fais perdre mon temps. Je pourrais faire des ventes. Et il a un peu raison. Par contre, à un moment donné, quand ils réalisent que d'avoir mis ça en place, ça permet d'aller chercher un financement très sophistiqué, par exemple, chez un groupe de Bill Gates, ben là, ça peut devenir intéressant. Donc, c'est beaucoup dans la pédagogie, la bienveillance et s'assurer de rallier les gens autour de cette proposition-là et surtout d'en voir les bénéfices parce qu'à la fin, les entrepreneurs sont là pour performer, ils sont là pour avoir des rendements financiers et on doit jamais perdre de vue cet objectif-là, qui est un objectif qui est très louable dans notre société. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la prochaine question avec beaucoup de précision, mais je comprends que vous prenez en compte les facteurs financiers et les facteurs ESG. Est-ce qu'il y a une proportion approximative du poids du financier? Moi, je dirais que, je vais le dire très honnêtement, on peut avoir les plus grandes aspirations pour l'ESG, mais si l'entreprise fait faillite parce qu'on prend une mauvaise décision, il n'y en aura pas d'ESG.
il n'y en aura pas d'impact. D'abord, il faut que l'entreprise ait des fondations solides. Il faut que le management soit en confiance. Il faut qu'on ait des rendements. Il faut qu'on ait des revenus. Il faut que les entreprises fassent des ventes. Il faut qu'ils s'inscrivent dans leur écosystème. Et quand elles sont bien solides, c'est tellement plus facile et plus agréable d'entrer l'ESG parce que c'est un plus. Ça donne du confort, ça ouvre des portes, ça agrandit le territoire mental et le territoire financier. Et c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Donc, moi, je crois beaucoup à la théorie des petits pas. Donc, ayons de bonnes fondations, une approche transparente, soyons conscients d'où on est rendu et ajoutons doucement des défis dans l'entreprise qui touchent l'ESG. Et c'est comme ça qu'on va construire des entreprises. Parce que, comme je dis souvent, d'avoir raison, c'est pas suffisant. Il faut avoir du succès. Alors, moi, je pense que le succès porte le succès et le succès financier va porter le succès en ESG. Très bien. Vous mentionnez, sans le dire nécessairement, que de plus en plus les investisseurs, mais aussi les institutions financières, on parle d'investisseurs un peu plus aujourd'hui de par votre rôle, mais les banques, les organisations qui financent, non pas seulement avec de l'équité, mais aussi avec de la dette, s'intéressent aussi beaucoup et de plus en plus à ces questions-là. Pour une entreprise québécoise, quel horizon de temps pensez-vous dans votre boule de cristal qu'elle doit entrevoir avant qu'il ne soit plus possible de vraiment pouvoir se financer de façon efficace avec une rentabilité après 5 à 10 ans? 5 à 10 ans, Gladys. On va être à peu près au niveau de la France. Non, mais ça se passe maintenant, ça doit être dans les plans. En fait, les gens doivent intégrer ça dans leur plan d'affaires progressivement et doivent en discuter avec les différentes autorités, que ce soit l'équipe de management, le conseil d'administration, un comité aviseur, qu'importe la structure, mais ça doit faire partie de leur réflexion. D'accord, c'est demain matin. Compte tenu de la vitesse à laquelle les choses vont et de tous les éléments dont qu'une entreprise doit prendre en compte, c'est vraiment demain matin. Puis la crise de la COVID a accéléré tout ça. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Alors, il s'est passé quelque chose durant la COVID dans le secteur financier. Tout le monde a compris que la prochaine crise majeure serait les changements climatiques. Or ça détermine une façon dont les grands investisseurs institutionnels, entre autres, sont en train d'organiser leur façon. On l'a vu récemment ici avec la Caisse de dépôt. C'est pas un hasard. La Caisse de dépôt est au même rythme que les autres grandes institutions mondiales sur cette question. Donc, c'est en train de se placer. Tout à fait. Parfait. Alors, nous avons couvert la majorité des questions que nous avons reçues ce matin et nous sommes pas mal pile sur l'heure que nous avions dit pour la fin de la rencontre. Nous allons donc nous arrêter ici. Merci à nouveau énormément, André-Lise et Alia, d'avoir accepté de partager votre expertise et de nous avoir démontré, au-delà des raisons sociétales et de respect de l'environnement, que même la recherche de financement exigera dorénavant des entreprises qu'elles aient amorcé leur transition écologique. Je pense que votre discours et vos réponses et présentations ont été très éloquents à ce sujet-là. Je suis certaine que vous avez contribué à identifier les attentes des investisseurs et des institutions financières en matière d'investissement responsable. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci Alia, merci Gladys, merci beaucoup Investissement Québec pour nous donner l'opportunité de partager notre vision du monde. C'est très apprécié de toute l'équipe de SIC Capital. Merci. Ça nous fait grand plaisir et merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Vous recevrez de notre part 2 courriels. Un premier courriel aujourd'hui qui sera un sondage que nous serions très heureux que vous acceptiez de compléter. Par la suite, dans les prochains jours, vous recevrez un résumé de la présentation d'aujourd'hui, du contenu d'aujourd'hui et la présentation de Cycle Capital. Soyez par ailleurs à l'affût de notre prochaine classe de maître qui aura lieu en janvier et visitez notre page competiver.com pour revoir la classe de maître d'aujourd'hui, les vidéos de nos champions verts et en savoir plus sur nos solutions de financement Competiver. Merci d'avoir été présent et notre diagnostic de performance environnementale aussi offert par Investissement Québec CRIC. Merci d'avoir été présent et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.